On est très très heureux de vous accueillir parce que la galerie depuis 2 ans, c'est la 2e année, est partenaire du Magnifique Printemps et nous sommes la seule galerie de Lyon à avoir fait ce travail avec les poètes. Donc cette fois-ci, nous accueillons Raphaël Monticelli, qui est non seulement poète mais critique d'art, et qui va venir faire quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. C'est une promenade poétique parmi les œuvres qui sont exposées. Les œuvres aujourd'hui, c'est Victor Cagnato, le sculpteur, et Catherine Perrier. Comment je t'appelle, Catherine? Artiste multiple? Écrivaine d'images. Écrivaine d'images. Alors, notre écrivaine d'images et notre sculpteur, on expose pendant 5 semaines et donc Raphaël va se promener et va vous entraîner dans cette promenade poétique. Bonne promenade, merci beaucoup. Et mon camarade et moi, nous disparaissons. Bien. Oui, ce sera peut-être pas trop une promenade. D'abord, je veux remercier, ça se fait, remercier Hélène pour son accueil, remercier Pandora pour les invitations qu'il a lancées, pour l'accord qu'il a eu avec la galerie L'Œil Écoute, remercier aussi les éditeurs, la rumeur libre, grâce à qui finalement je suis un peu là aussi. Voilà, ces remerciements, on fait ce qu'on peut. Le thème de l'exposition, c'est « En nous, la vie des morts ». Je le répéterai guère. Dans un premier temps, j'avais émaillé mon petit discours possible de « En nous, la vie des morts », mais c'est tellement évident, vous verrez, « En nous, la vie des morts », que c'est peut-être pas la peine de trop le répéter. Je dois dire aussi que je ne connaissais ni le travail de Catherine, ni le travail de Victor. C'était un peu un défi. Est-ce que tu acceptes 2? Eh bien, acceptons 2. J'aurais pas dû. D'abord parce que c'est deux œuvres qui vous prennent de plein fouet. J'ai commencé par aller voir sur Internet. Je n'avais encore jamais regardé pour de vrai. Internet, je regarde, oui, bien sûr, il faut absolument que je vois ça de plus près. Après quoi, j'ai eu des catalogues qui m'ont été envoyés par PDF par la galerie. Après quoi, j'ai eu le contact avec les 2 artistes. Promenez-vous dans la galerie, vous n'avez pas besoin de moi. Vous verrez qu'à chaque travail, chacun des artistes explique ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il le fait. Alors, mais lisez-le. J'avais même prévu de lire un petit morceau du livre de Catherine, qui vient de sortir, je crois, où il est à côté. Ça s'appelle « Les cintres ». Ou avant l'oubli. Ou avant l'oubli. Les cintres expliquent très précisément un certain nombre de choses, dont le travail que vous voyez derrière moi. Alors j'avais prévu de le lire, mais elle a pu léser, donc vous le lirez tout seul. Bon, je ne voulais pas commencer comme ça, je voulais commencer par dire comment j'aborde une œuvre, la leur, j'ai déjà dit quelques petites choses, celle d'autres artistes. Lorsque j'aborde une œuvre, j'ai toujours une phrase de Nerval qui me revient, je la lis pour de vrai parce que je l'ai dans la tête, mais chaque fois je la transforme. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible. Pour dire vrai, il ne faut pas que je développe, mais Nerval ne parle pas des œuvres, il parle du rêve. Mais ça revient au même. Je n'ai jamais pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible. C'est ce qui m'est arrivé en vous voyant, en voyant votre travail. Ce tremblement quand on ouvre la porte et qu'on voit ce qu'on n'avait jamais vu. Et la première chose que je fais quand je vois une œuvre nouvelle, la vôtre, ou celle d'autre, ou que je revois une œuvre que j'ai déjà vue, tous mes amis artistes le savent, je fais l'inverse de ce que je suis en train de faire, je me tais. Je me tais. J'ai peur des mots qui viennent tout de suite. Voilà, ça fait déjà plus d'1 mois qu'on parle ensemble, ils ne sont pas venus, ils ne viennent pas tout de suite. Mais tout de même là maintenant, c'est la première fois que je vois ces œuvres en vrai. Par exemple, je n'avais pas compris que c'était les vraies chaussures. Encore plus, j'en reparlerai. Je les vois et c'est la première fois. Et chaque fois que je les reverrai, ce sera la première fois. Et donc il faut d'abord que je me taise. Bon, là aujourd'hui, on me demande de parler, donc je parle. Alors, je ne vous donne pas la phrase entière de Nerval, mais en revanche, la faiblesse du discours sur l'art. Là, j'en avais pour 20 bonnes minutes à expliquer en quoi les critiques d'art et les historiens de l'art
Ils écrivent, j'ai encore relu Georges Bataille il n'y a pas longtemps sur Lascaux, c'est fou ce que ça a pu vieillir. Et Lascaux, non. Et Lascaux, non. Mais moi, les premiers textes que j'ai écrits, quand je les ai relus 4 ou 5 ans après, je dis arrête, écris autre chose, travaille avec eux, mais c'est vain. Parler de l'art vieillit à toute vitesse. Tant pis, on y va quand même. Catherine, d'abord. C'est pas par galanterie, c'est pas non plus dans l'ordre alphabétique, c'est comme ça. De Catherine, j'ai vu d'abord d'or et de lumière. Pardon, d'or et de poussière, pardon. D'or et de poussière, c'est là. Alors je vais vous le dire comme je l'ai dit, comme elle ne le dit pas. Vous lirez ce qu'elle écrit. Elle l'écrit très très bien. Moi, ce que j'ai vu d'abord, c'est le Fayoum. Elle m'a dit oui, c'est le Fayoum. Le Fayoum. Le Fayoum, je disais à chaque fois que je vais à... Maintenant, ça fait 4 ou 5 ans que je vais plus. Chaque fois que je vais au Louvre, je vais à la salle égyptienne, le Fayoum. Et c'est ce que vous voyez, ces grands yeux, cette vie toujours là, et ces sarcophages, ces images disparues. Elle a quelque chose en plus, ils ont quelque chose en plus, le Fayoum. Il me semble bien que c'est du Fayoum que l'on tire l'une des images que l'on attribue comme étant celle de Sappho. Vous allez voir, Catherine, que je viens doucement à vos bandelettes. Elle écrit, Catherine, que c'est l'image du Fayoum et bandelettes de momies égyptiennes. J'ai vu des momies égyptiennes, y compris j'étais particulier. Hélas. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a fait? D'où elle a sorti les... Alors je regarde, impossible de savoir si c'est des vrais. Je lui demandais plusieurs fois, elle ne comprenait pas ce que je disais, elle m'a dit tout à l'heure. Hein. Mais qu'est-ce qu'il me demande sur les bandelettes? Ce sont évidemment des photos qu'elle a récupérées, ça allait mieux. Ça allait mieux. Mais les bandelettes, le Fayoum et Sappho, je ne sais pas si vous avez en tête Sappho, pas la chanteuse, hein. Quoique, non, Sappho, la première grande poétesse grecque. Sappho, on a retrouvé la plupart de ses textes, elle nous arrive par fragments. Et les fragments, ce sont des écrits sur bandelettes de momies. C'est aussi, c'est autre chose, des exercices d'écriture d'écoliers qui nous sont arrivés. Sappho disait « J'écris mes vers avec de l'air ». Nous sommes dans encore plus d'air avec les fragments que Catherine vient, Dieu merci pas les vrais, coller pour obscurcir, pour oblitérer l'image du Fayoum. Je disais, on ne dira pas en nous la vie des morts, mais tout de même, hein, je disais tout à l'heure à Catherine, elle dit, à gauche, vous avez le mourant, ce qui est en train de mourir, à droite, non. Et l'inverse. Ce qui est encore vivant, c'est ce que vous voyez à gauche. Et ce qui est mort, c'est ce qui est à droite. Mais à l'inverse. On reviendra sur les inversions, y compris pour notre ami Victor. Voilà donc une première chose. Mes troubles, les histoires qui naissent. Comment il faut te définir, Catherine, demande Hélène, écrivain d'histoire. Oui, c'est ça, écrivain d'histoire. Elle suscite, c'est pas une histoire, d'image, écrivain d'image. Elle suscite ses propres histoires, elle nous suscite des histoires, la preuve, ce que je viens de raconter. Tout assemblage d'objets fait ça. C'est autrement, vous savez, la rencontre fortuite. Mais chez Catherine, je crois que ça n'est pas fortuit. Il y a, c'est pas non plus un choix, mais c'est ce que dicte la vie, ce que dicte son regard. Vous dites, ou tu dis, je ne sais plus si on sait tout toi, elle glane les images, elle glane les photos. Je devrais parler longuement de la photo, mais on est mis d'accord qu'on n'en parlerait guère. Voilà, déclencheur d'histoire, et là j'aurais mis quelques mots sur les cintres, mais je vous en ai parlé tout à l'heure. Quoique, j'en arrive à ça. J'ai été, en voyant ces images, extrêmement frappé, évidemment, parce qu'il y a l'image de famille, il y a l'image des chaussures d'enfants. Je ne savais pas si c'était photos ou des vrais. Et les images de chaussures d'enfants m'ont renvoyé à des tas de choses, dont celle dont parle Catherine, donc les amoncellements de chaussures. Vous voyez ça? C'est même pas la peine de terminer la phrase. Moi, ça m'en a suscité d'autres, c'est celle des amoncellements d'objets au musée de l'immigration à New York. Autre exil,
il n'y a presque rien. Hein. Mais c'est tout ça que l'image permet de raconter. Ça s'intitule Consolation. Catherine parle de Speury. Speury, vous savez, c'est l'homme qui fait des tableaux en piégeant des tables. Il y a un petit déjeuner, on piège tout ce qu'il y a dessus. Mais là aussi, c'est très différent de ce que fait Catherine. Parce que nous sommes dans un autre type d'espace et un hasard d'autrui. Pas chez Catherine. Il y a autre chose à quoi m'a fait penser le travail de Catherine, là, dans ce cas précis, et dans les cintres. C'est le travail d'un artiste qui a dû exposer ici il y a des années et des années. Je salue la créatrice de la galerie, 62. On vient de se rendre compte qu'en 67, ici, a eu lieu la première exposition de l'école de Nice. On a donné un certain nombre d'artistes, peut-être y avait-il aussi Aloco, qui fait partie de l'école de Nice. Aloco, en 66-67, il ramasse dans ses tiroirs des choses et il les met ensemble dans des petites boîtes. Ça s'appelle le tiroir aux vieilleries. Évidemment, quand j'ai vu les cintres de Catherine, j'ai pensé au tiroir aux vieilleries d'Aloco. Mais c'est tout à fait différent, là encore. Pourquoi? Parce qu'Aloco est factuel. Il a vu ça, il a vu ça, il a vu ça, il met 2-3 mots, le cas échéant un peu d'humour et basta. Catherine, pas du tout. C'est la remontée de l'intime. Le temps passe et je devrais parler de l'intime. Je devrais parler de l'intime au moins pour les portraits. Vous en avez ici, vous avez évidemment là, et vous avez ces autoportraits à côté. Allez voir, ils sont troublés, troublants. On a la même référence. Francis Bacon. Ces visages troublés. Qui nous renvoient à la fois à la perte ou à la recherche d'identité, qui suis-je? Et en même temps, nous renvoie à l'exploration de territoires intimes. Elle parle de l'intime. Elle revendique l'intime. Moi, je suis d'une génération, dans les années 60, quand on démarre, juste après le nouveau réalisme exposé ici, il y a Support Surface. Vous avez entendu parler. Les grands tableaux de Viala. Un de mes amis, le dernier tableau qu'il a fait 400 mètres carrés. On a vu ça aussi dans l'histoire de l'art. Là, nous sommes dans l'inverse. Ça m'a rappelé mes petites miniatures persanes. Nous allons chercher l'intime dans le petit format. Alors, je vais vous montrer quelque chose. J'avais dit à Catherine que je lui ferais une surprise. La voici. Mais elle est là. Elle est là. Avec un visage brouillé. Elle vous dit rien? Elle a plus de 20 000 ans. Elle a plus de 20 000 ans. C'est la petite dame à la capuche. C'est la dame de Brassempouy, découverte par M. Piette à la fin du XIXe siècle et qui aujourd'hui, la vraie, se trouve au musée d'archéologie de France, comment ça s'appelle? Le musée de Saint-Germain-en-Laye. Elle est dans une petite vitrine, et quand vous voyez la vraie et que vous regardez la fausse à côté, c'est la même. Mais je n'ai jamais touché la vraie. Alors l'ivoire, la dimension est la même, mais le poids doit être différent. Vous voyez, le problème de l'intimité, il est là. Le problème de l'identité, il est là. Qui suis-je? Qui est-elle? Alors il est vraisemblable, j'ai aussi des petites statues de Cyclades, toujours évidemment des répliques, elles étaient polychromes à coup sûr. Alors peut-être y avait-il des taches pour figurer les yeux, mais c'est comme ça qu'elle nous est arrivée. Je vais déborder le quart d'heure. Je vais déborder le quart d'heure. Encore 1 minute, Raphaël. Tant pis, je vais continuer, chef. Oui. Bon, j'y reviendrai, je vais arrêter sur... excusez-moi, je déborde, je croyais qu'il y avait 2 fois un quart d'heure. Mais quand même, l'intime, il est là, en nous, la vie des morts. En nous, elle est là, la vie des morts. J'ai presque fini pour Catherine. Mais ça fait quand même fini, c'est façon de parler. Victor, quand même un peu. Victor, j'ai reçu le travail de Victor comme un grand point. J'ai vu du noir, du tourmenté. Et très vite, tout à l'heure je parlais de Nerval, ce qui m'est venu, c'est Cocteau. Je le lui ai dit. Cocteau,
qui assigne à la poésie le rôle suivant, mettre sa nuit en plein jour. Je n'aime pas particulièrement Cocteau, alors que j'aime beaucoup Nerval. Mais quand même, cette phrase me turlupine depuis longtemps. Quand je vois un artiste comme Victor, et que je vois ces choses qui sortent, vous l'avez vu, c'est encore plus évident peut-être dans les dessins, et dans les tirages, dans les gravures, et les thèmes. J'ai noté quelques titres. Actéon, Pietà, Mon amour, Hiroshima. La mythologie, l'art, les grands thèmes, l'histoire. Je n'avais pas vu ça. Où il est passé? J'avais pas vu ça. Où il est passé? Alors, j'avais pas vu. Oui. Les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila. L'histoire traverse le travail de Victor. Mettre sa nuit en plein jour. Alors, je voulais parler d'Actéon, parce qu'il est là-bas au fond, Actéon, parce que Actéon, ça dit aussi ce mélange que fait Victor. C'est à la fois le cerf en ciment, si je me trompe, et les bois du cerf en bois, ce mélange-là. C'est la relecture d'un mythe. C'est, il faudrait presque se dire, rappeler comment Actéon en est arrivé à se faire trucider, parce qu'il avait eu le malheur de voir une déesse nue en train de se baigner. Voilà. Il s'est fait tuer. Il est devenu cerf et il s'est fait tuer suite à ça. Elle l'a transformé en cerf. Mais des fois, je me dis, mais finalement, entre l'histoire de la transformation du cerf et l'histoire de la transformation du ciment, il y a peut-être une relation. Hein? Je vois la Pietà. La Pietà, c'est le chien que vous voyez là-bas. Il l'appelle Pietà. Et il dit, évidemment, ce n'est pas la Pietà de Michel-Ange. Voir. Il a écrit des choses admirables sur la Pietà de Michel-Ange. Les deux Pietà, celle de Rome, celle de Milan. Et pour celle de Milan, qui est celle qui est, si je ne me trompe pas, inachevée, dont on dit qu'elle est inachevée, il y en a qui disent qu'il l'a fait exprès de ne pas achever. Dans la Pietà, mais là, il faut quand même que je te cite, parce que je crois que tu ne l'as pas écrit, ça. C'est pas sur les murs. Alors, les choses se collent l'une à l'autre sur la Pietà. Bon, je lis tout. La pierre, c'est... L'artiste a plus de 85 ans, Michel-Ange, quand il fait la dernière Pietà. Il meurt l'année où il la finit ou ne la finit pas. Il meurt cette année-là. La pierre, c'est elle qui maintenant lui parle. La main divine ne le guide plus, comme quand il avait 25 ans et qu'il a fait la première. L'homme retourne ainsi à la matière primitive. Les outils laissent la trace de leur coup et scarifient les chairs. Cette Pietà a du poids, celui de deux corps non finis. Là-bas aussi, il y a deux corps. Il y a le socle et le chien. Deux corps non finis qui se soutiennent mutuellement. Je tourne autour de la sculpture. Michel-Ange me tend la main, il s'humanise, il me parle de moi, de nous, de notre mystérieuse condition humaine. Puis, il me regarde une dernière fois et quitte la scène en silence. La vie est derrière lui, il entre dans l'éternité. Alors, je vous dis que les artistes qui écrivent sur leur travail, c'est difficile après. Bon, je disais le ciment. Il y a les diverses phases. Là, je parlais des oppositions aussi. La statue de Michel-Ange. Le marbre, le blanc, je sculpte, c'est-à-dire que j'enlève de la matière à la matière. Ici, la Pietà, et puis le personnage, la Vierge, le Christ. Ici, nous avons la Pietà. Et tout est inversé. J'avais du blanc, j'ai du noir. J'avais du rugueux, j'ai du poli. J'avais des figures humaines, j'ai un animal. J'avais une mer, j'ai un socle, la terre peut-être, ce qui soutient le tout. Une inversion complète des thématiques, des problématiques et des procédures. Une inversion complète. Et un grand hommage à Michel-Ange. Le ciment, oui, je l'aurais pour des... Vous comprenez? Non. Pendant que j'écrivais parce que je l'ai écrit aussi pour ça, et puis après je l'ai enlevé, pendant que j'écrivais notamment sur ces histoires de ciment,
je me rappelais avoir vu le premier objet en ciment, armé, au musée de Brignoles, au musée des Comtes de Provence. Une barque. Une barque. On appelle ça un bateau quand même, une barque. Après, évidemment, on a fait d'autres trucs, etc. On invente là depuis 1845. Et puis, petit à petit, ça a ses lettres de noblesse. Grâce aux architectes, grâce aux artistes. Actuellement, il y a une expo, je ne sais plus où, qui présente 17 artistes en train de travailler le ciment et le béton. Moi, j'ai 2 amis qui vont travailler le béton. Martin Miguel, école de Nice, et Granet, Robert Granet, le flaconnier de Guerlain. Alors, Miguel, c'est du brut, avec des couleurs. Guerlain, ben, c'est un flaconnier. Il a une élégance dans le traitement et un poli dans le traitement du ciment. Victor n'a voir ni avec l'un ni avec l'autre. C'est encore une autre façon de travailler. Je dis, mais comment faites-vous ça? Alors, il me dit, je commence par lire du ciment noir. Pour moi, le ciment noir, j'ai fait un peu de bâtiment, le ciment noir, c'est un ciment à séchage rapide. Comment il fait pour faire avec Alors il me dit, non, c'est pas du vrai ciment noir, c'est du ciment normal du 35, hein, du Portland. Et avec ce ciment-là, je le teins en noir, du pigment noir. Si j'ai bien compris, c'est même des cendres de vigne. Oui, ça peut être du noir de vigne, ça peut être de l'oxyde de fer. Ouais. Il noircit encore son ciment. Ça me renvoie à l'histoire de l'opposition blanc et noir. Ça aurait pu être blanc et gris si c'était le ciment tout court. Non, c'est du noir assumé comme tel. Et le ciment, ça commence d'abord, avant d'être, le ciment chauffe. Il faut chauffer pour faire du ciment. Et quand vous le mouillez, après, il rechauffe pour durcir. Entre-temps, on le mélange. Alors, il y a des granulats, des trucs, il met tout ça. Et puis, il y a l'eau qu'on ajoute, et c'est l'eau qui va faire prendre la pâte et chauffer. Il faut qu'il le fasse entre-temps. Donc, il y a des moules. Alors, quelque part, je vois en terre glaise, ça peut être des moules de toutes sortes. Je suppose là-bas, c'est de la résine. Je suppose que tu utilises aussi par ailleurs de la résine pour faire tes moulages. Et après, il y a le travail de finissage, polissage, plus toute la thématique que vous allez voir sur les petits panneaux à côté des œuvres exposées. Eh bien, j'aurai peut-être presque encore 3-4 minutes pour déborder du temps de 20 quarts d'heure. Bon, donc, Cagnato, c'est fait. Ah, j'allais oublier. Il dit quelque part,